Audrey et tu écoutes La Cheftaine, le podcast. La Cheftaine, c'est une série d'entretiens avec des personnes qui ont choisi d'embrasser le changement, de relever un défi ou encore de déployer leur énergie pour ne pas sombrer. Ici, chaque conversation explore une trajectoire, une remise en question, une façon différente de se réinventer. Ce sont finalement des entretiens pour parler de liberté, de confiance, de doute ou encore de résilience. Alors, si toi aussi tu veux un boost d'énergie positive, c'est parti. Place à l'épisode du jour. Bonne écoute. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je souhaite te présenter quelqu'un que je côtoie depuis plusieurs années dans le cadre des trophées des services à la personne. Alors si tu le veux bien, avant de commencer, petite digression pour te parler des trophées. C'est une cause qui me tient particulièrement à cœur, car elle vise à mettre en lumière des gens de l'ombre, des métiers peu valorisés, que sont les aides ménagères, les gardes d'enfants et les auxiliaires de vie à domicile, dont l'implication est indispensable au quotidien de bien des familles. Si tu veux en savoir un petit peu plus sur le sujet, je te mets un lien dans les notes descriptives de l'épisode. Donc, mon invité et moi, nous avons déjà partagé des réunions, des fous rires, des coups de stress, mais jamais une vraie conversation posée en face-to-face. Ah oui, et grâce à lui, je sais aussi que Lézignan-Corbière, c'est le milieu de l'Occitanie, enfin, de son point de vue. J'ai donc nommé Jean-Thomas Rougeron. Jean-Thomas est co-dirigeant de Service Adom, une société d'aide à la personne et de services à domicile. Il est engagé dans les réseaux professionnels, il est président national des trophées des services à la personne, mais surtout, Jean-Thomas, c'est un homme qui a bâti sa trajectoire autrement que par le chemin classique. Alors pas grâce à un brillant CV, mais grâce à son audace, à son travail et à sa capacité rare à rebondir. Parce qu'un échec n'a rien d'une fin, c'est une étape, une leçon, une rampe de lancement. Dans cet épisode, il est question de sens, de croissance, de valeur, de paternité, de responsabilité, de courage et de cette énergie intérieure qui pousse à avancer même quand la route se complique. Ah oui, il y a quand même un soupçon de féminisme, on ne se refait pas. La Cheftaine, le podcast, nouvel épisode, c'est parti. Bonjour Jean-Thomas. Bonjour André. Je suis ravie de t'accueillir dans La Cheftaine, le podcast et je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Voilà. Alors, on est mort de rire, bon forcément, ça commence bien. Nous travaillons ensemble depuis 6 ans, 7 ans, pour faire rayonner les métiers de l'aide à la personne, avec l'organisation des trophées des services à la personne. Donc on se connaît un petit peu, mais peut-être pas tant que ça finalement. Tu as un parcours que je trouve atypique, qui mérite d'être partagé selon moi, parce que sous tes grands airs, j'ai l'impression que tu souffres du même trouble que moi, à savoir une petite pointe de syndrome de l'imposteur. Ceci étant dit, Jean-Thomas, je t'en prie, présente-toi, dis-nous qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie. Jean-Thomas, parisien exilé d'Angers. J'ai 45 ans, papa solo de 5 enfants et chef d'entreprise dans le secteur des médico-social. Ok, mais encore. Ah, c'est pas ça. Oui, alors Jean-Thomas fait des fiches, je le dis pour l'audience, je dis tout à l'audience. Donc Jean-Thomas, il a fait 3 pages recto verso sur chacune des questions que je lui ai envoyées. Il est ultra préparé. Et là, c'est une question qui est pas sur la fiche, donc c'est angoisse. C'est quelle question celle-là? Bon, on va accepter la réponse. Je valide la réponse. Hein. Il y a pas de millions à gagner à la fin. Bon, d'où devient ton envie d'entreprendre? Parce que du coup, tu dis que tu es chef d'entreprise dans le médico-social, mais peut-être que tu pourrais aller un petit peu plus loin, le nom de ta boîte. Ah oui. Tu vois? Oui, l'idée c'est pas de faire la promotion de moi-même, Mais non, ben. Alors pourquoi monter une boîte? En fait, la première des choses, c'est que j'étais très mauvais à l'école. Et soit j'étais dévolu à ne vivre que des aides sociales toute ma vie, soit effectivement si je voulais valoriser un peu mieux mon envie de bien faire, il fallait monter ma propre entreprise, parce que pas de diplôme en France, ça veut dire aucune qualification, et donc ça veut dire aucun poste intellectuel ou un poste à responsabilité. Donc en 2006, je me suis exilé du coup d'Angers. J'ai monté ma première société, puis ma deuxième qui est celle d'aujourd'hui, donc Service Adom, une boîte de service à la personne sur laquelle on rayonne sur 5 départements aujourd'hui. Voilà, donc c'était effectivement monter ma boîte pour réussir dans la vie. Et du coup, donc ton envie d'entreprendre vient un petit peu d'une contrainte, d'après ce que je comprends, c'est que finalement personne voulait t'embaucher, donc t'as décidé de créer ton propre job ou? En fait, c'est un peu ça. Ok. Et en fait, c'est pas personne ne voulait m'embaucher, c'est j'ai même pas essayé. D'accord. Ok. J'ai pas perdu de temps. Donc idée préconçue. Exactement. Ok. Ah ça, tu vois, je suis pas loin là, sur le profil psychologique. Donc avant Service Adom, tu as connu la faillite avec une première entreprise.
Tu peux nous en dire plus et surtout, qu'est-ce que cette expérience t'a appris? Oui, alors c'est forcément quelque chose de très douloureux parce que on n'est pas préparé à ça. Il y a forcément pas de formation à faire de la faillite. Il y a déjà pas de formation pour être patron. Donc encore moins pour la fin. Et non, très douloureux parce que ce qu'on oublie, ce qu'on montre pas à la télé, la réussite des gens, la réussite des grands patrons qui gagnent des millions, on montre pas les petits patrons et forcément la chute. Donc c'est très douloureux parce qu'on est caution personnelle sur à peu près tout. Donc forcément, on dit PME, SARL à responsabilité limitée, sauf que c'est une hérésie. On est responsable de tout et surtout sur nos biens personnels. Papa à l'époque de 3 enfants, j'avais forcément la responsabilité de trouver une solution. C'est pour ça que j'ai vite remonté notre société Service Adam après. Mais forcément, il y a ce qu'on appelle la règle des 3D. Dans ces cas-là, c'est peu importe l'ordre, c'est dépôt de bilan, dépression, divorce. Alors c'est exactement ce qui s'est passé. Aïe. Voilà, j'ai bien appliqué la règle, ça pour le coup. Mais ce qui m'a fait rebondir, c'est comme j'avais pas d'acquis sociaux et pas de droits sociaux, il a fallu remonter vite une société. Le service à la personne avait le vent en poupe à ce moment-là. C'était un créneau qui me plaisait bien, rendre service, aider les gens, ça me correspondait tout à fait. Ça a démarré au quart de tour, donc effectivement aujourd'hui la réussite est belle. Et c'était en quelle année ça? Service à l'homme 2009. Ok, plus de Août 15 ans en 2009, arrière, oui. précisément. Et ta première boîte, tu peux nous en dire plus? Dans quel secteur d'activité c'était? Alors ma première société, en fait, c'est une évolution de poste. Effectivement, j'étais commercial dans la région lyonnaise, dans le secteur de l'édition et du multimédia. Voilà, mon premier concurrent, c'était la Fnac, pour ne citer que. Et je travaillais surtout essentiellement auprès de comités d'entreprise, d'administration et d'entreprise même. Et mon patron de l'époque, j'étais assez bon commercial, me dit monte mentor à Toulouse. Et tu fais avec les autres ce que toi tu sais faire et tu vas performer, c'est super. C'est là que je me suis appris que être un commercial c'est une chose, être un directeur commercial c'est autre chose, ou un gérant d'entreprise c'est autre chose. C'est ça. Faire travailler les autres, c'est accepter qu'ils travaillent pas comme vous, pas de la même façon que vous, pas de la même idéologie. Donc j'ai appris pendant ces 3 ans à me performer pour que le service Adam du coup devienne meilleur. Du coup, ta première société, si c'était à refaire, tu engagerais les choses différemment ou tu ferais tout pareil parce qu'il fallait que tu te plantes pour mieux faire ensuite? En fait, oui, c'est ça. Ouais. Comme dit, qu'est-ce que si tu devais changer un truc, rien. Ok. Parce que toutes mes erreurs m'ont permis d'être meilleur aujourd'hui parce que justement, je sais ce qu'il faut plus faire. Ouais. Donc forcément, connaissant ces erreurs, c'est Nelson Mandela qui dit très bien, je ne perds jamais. Ou je gagne ou j'apprends. Voilà. Dans ce cas-là, j'ai appris et maintenant, on est pas mal. Alors l'avenir n'est pas écrit, hein, mais je pense que tous mes échecs, toutes mes erreurs m'ont permis d'être pas trop mal aujourd'hui. Moi, ça me parle ce que tu me dis parce que moi, mon premier contact avec l'entrepreneuriat, ça a été la faillite de mon père. Et j'étais gamine, mais je me souviens de l'ambiance lourde, de la honte. Je me souviens aussi du poids que ça représentait, et surtout chez nous en France, où comme tu dis, le culte du diplôme, de qualification, et puis quand tu te plantes, c'est un peu honteux. Et puis la banque et les huissiers. Enfin, je trouve qu'il faut du courage pour se relever et repartir. C'est quoi qui t'a donné la force de recommencer et de repartir dans la constitution de Service Adam finalement? Le même état très clair qui est pas de diplôme, donc soit effectivement tu prends des petits boulots, bien qu'il n'y a pas de honte à faire des petits boulots. J'ai commencé aussi par ça, hein, dans des chaînes de fast-food et autres. Mais à l'époque j'ai déjà 3 enfants, une femme à nourrir, même si je travaillais aussi, hein, mais 3 bouches à nourrir, un couple, donc forcément une stabilité à conserver, un train de vie qui était pas exceptionnel, mais malgré tout qu'il fallait conserver aussi. Donc quand on tombe du cheval, il faut remonter. Et le médico-social, c'était pas destiné non plus alors? Historiquement, Service Adam était une entreprise uniquement dit de confort. Ça ne faisait que du ménage, de la garde d'enfants auprès de particuliers et du jardin auprès de particuliers. Ok. Le médico-social est venu dans un second temps avec ce qu'on appelait à l'époque un agrément de qualité. Ouais, effectivement, j'ai fait mes premières armes avec des éléments simples qui étaient le ménage, la garde d'enfants et le jardinage. Et à la création en 2009, je me sentais pas de m'occuper de personnes
invalide, en perte d'autonomie, avec un handicap. Puis je me teste 1 an pour voir, et on verra. Effectivement, au bout d'1 an, ça a très bien marché, et j'ai demandé cet agrément, où je suis rentré. On n'appelait pas ça encore médico-social à l'époque. On s'occupait de personnes âgées, mais ça restait des ménages, faire des courses, des repas. On n'était pas dans ce qu'on est aujourd'hui. Ok. Et tu dis c'est qui on? Ah oui, alors alors j'ai monté la société Service à Homme seul, et c'est de rencontre en rencontre que j'ai connu mon associé d'aujourd'hui, donc Grégory, et à force de rencontres, de travail en commun, de partage de valeurs, ça devait être en novembre 2011. Je l'appelle un soir pour dire on s'apprécie, pour qu'on travaille après ensemble. Et il me rappelle le lendemain pour dire OK, on fusionne. Et donc, c'est parti. 1er janvier 2012, on a fusionné nos sociétés, et l'aventure a décollé réellement à ce moment-là. Ok. J'étais à Londres, moi, le 1er janvier 2012, tu vois. Rien à voir. Service Adobe, c'est aujourd'hui une entreprise en pleine croissance dans un secteur où les besoins explosent. Comment on gère la croissance sans perdre le sens du métier? Alors, effectivement, Service à Homme, on est parti de rien. Donc, je peux très concrètement dire les débuts. Il n'y avait pas de salariés. J'ai été le premier. Et ma volonté, effectivement, c'était d'abord de faire plaisir, rendre service. Donc, je le fais déjà par moi-même. Puis j'ai embauché d'autres personnes parce que j'avais trop de demandes. Aujourd'hui, effectivement, il y a 21 agences de proximité, donc on a grandi. Effectivement, comme tu le dis, Audrey, comment on conserve cette proximité? Et ben, c'est en allant d'un côté toujours au plus proche des territoires, proche de nos bénéficiaires, usagers et intervenantes. Aujourd'hui, Service à l'homme s'est construit avec essentiellement ou que des agences de proximité en milieu rural, voire ultra rural, et conserver cette proximité ou cet engagement, sans perdre le sens du métier, c'est ce que tu disais, c'est s'entourer aussi de bonnes personnes au niveau administratif qui permettent de garder ce lien. C'est sûr, aujourd'hui, je ne suis pas en contact permanent avec les 1500, avec les 400 collaborateurs et 1500 clients que nous avons au quotidien, mais c'est savoir s'entourer pour encadrer, diriger. Donc, j'apprends le métier en grandissant aussi, partant de rien. Effectivement, aujourd'hui, 400 salariés, et puis on va continuer encore à grandir. Ça explique les cheveux blancs, je comprends mieux. Oui, d'accord. Et quand on dirige une entreprise d'aide à la personne, on parle souvent de bienveillance, justement, donc envers les personnes accompagnées. Et 400 salariés, c'est pas rien. Comment on cultive la bienveillance en interne avec les équipes? C'est la base de notre métier. Tout ne peut pas être KPI, ROI, RETEX, tous ces mots là qui n'ont de sens que pour certaines politiques publiques. C'est avant tout de l'humain, une aventure humaine. Aujourd'hui, Service à l'homme, c'est avant tout des rencontres, si je peux expliquer comme ça. À un moment donné où dans ma vie, je n'ai pas su, je n'ai pas pu donner. On est aussi avant tout un cœur ouvert et un bureau ouvert à leurs problématiques professionnelles, d'une part, mais bien souvent aussi personnelles. Et notre travail de bienveillance au quotidien, c'est aussi savoir écouter nos collaborateurs qui ont aussi des soucis à la maison, et comment on peut les aider sans rentrer dans l'intimité, sauf si nous le partageons, mais on n'est pas une assistante sociale non plus. Mais on peut donner des pistes, on peut donner des aides, on peut donner des adresses, des rencontres, des personnes qui seront capables d'aider. Oui, bon, t'es vraiment dans le lien social, quoi. C'est oui. Je vends pas des patates. Et tu es très investi dans les réseaux pro, comme la FEDESA, la Fédération des entreprises et services à la personne. J'en parlais en intro. Tu présides aussi le comité national d'organisation des trophées des services à la personne. Tu es un petit peu notre Miss France. Qu'est-ce qui te pousse à t'engager au-delà de ta propre entreprise, finalement? Oui, alors c'est un honneur forcément d'avoir intégré la fédération des services à la personne. Encore une fois, de mon parcours où moi, petit Jean sans diplôme, on me donne des responsabilités, et dans mon souhait de vouloir aider des personnes, de vouloir accompagner des UG ou créer de l'emploi, je me suis auto-limité à ma propre entreprise à un moment donné. Mais je voulais toujours aider plus de personnes, qu'on crée plus d'emplois. Et pour ça, je devais un peu m'élever au niveau national, effectivement intégrer la fédération qui, au travers de leur président, ont su trouver en moi cette force à fédérer, et du coup à promouvoir un peu plus l'emploi, à promouvoir un peu plus la bienveillance, de l'entraide, de l'emploi, du prendre soin
auprès de nos usagers fragiles, diminués. Et c'est là où je me dis, maintenant, j'aide des personnes à aider d'autres personnes. Ok, donc on est toujours dans l'altruisme finalement, quoi. Alors, encore une fois, c'est la base de notre métier. C'est aider des personnes, c'est un don de soi. Je connais très peu de personnes, aussi élevées soient-ils dans la société, avec des sociétés plus grandes que la mienne, qui soient pas un minimum altruistes. Tu côtoies donc au quotidien des dirigeants et des entrepreneurs du secteur. Quelles sont selon toi les grandes mutations à venir dans les services à la personne? Alors, le secteur, il mute tous les 10 ans. On va pas... Et d'ailleurs, avant, le service à la personne, pour quelqu'un qui prend l'épisode en route, il sait pas ce que c'est. C'est quoi le service à la personne? Le service à la personne, ce sont des professionnels qui viennent au domicile de nos clients, de gens comme toi et moi, pour simplement leur aide ménagère, pour faire le ménage à la maison, pour garder les enfants, pour s'occuper du jardin. Et c'est plus le cœur du métier que moi j'ai prôné, s'occuper de personnes fragilisés par l'âge, donc diminuer effectivement avec le temps, et ou des personnes en situation de handicap qui ne peuvent plus se lever, qui peuvent plus faire leurs courses, ou qui ont du mal à faire à manger. Voilà, c'est les accompagner dans les gestes de la vie quotidienne. Merci pour la définition. Donc, je te laisse reprendre le fil parce que je voudrais pas couper ta lecture, tu vois. Il n'y a pas de lecture, c'est que de l'impro. Ah ouais. J'ai juste les fiches. Bon, les mutations à venir du secteur. Non, les mutations, alors, bien sûr, voilà, tous les 10 ans, la grande première, le secteur, on le dit pas, mais il est né après-guerre, dans les années 50, on appelle ça des aides ménagères, elles aidaient les ménages. Une longue période, effectivement, de no man's land à moitié déclarée. 2005, la loi Burlow, effectivement, un grand cap qui crée les services à la personne et le crédit d'impôt, qui a fait pour révéler beaucoup de choses. 2015, choc des simplifications de Monsieur Hollande. Merci. Il nous a créé la loi ASV, donc la loi d'adaptation de la société au vieillissement du 26 décembre 2015. Voilà, exactement. 2025, 10 ans plus tard, nouveau cahier des charges qui nous tombe dessus et qui est une nouvelle révolution. Donc effectivement, alors suite à plusieurs scandales, encore une fois, de nos cousins maisons de retraite. Le scandale des EHPAD, mais il y a aussi un scandale avec les crèches. Voilà. Alors, effectivement, il y a le cousin à droite, puis les cousins à gauche. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, au milieu, ils remuent tout ça et ils nous sortent une réforme. Voilà. Exactement. Et la réforme, alors, à juste titre, elle sert à protéger, d'une certaine façon, les usagers, encore une fois, dits fragiles. On n'est pas contre les réformes, on n'est pas contre que le secteur se professionnalise. En 2005, j'ai un peu dit tout à l'heure, c'était un peu la conquête de l'Ouest, et c'était un peu le Far West. Tout le monde faisait un peu comme il voulait. Le secteur, on l'a vu progresser, s'améliorer, se durcir, mais en même temps se professionnaliser. Donc cette réforme n'est pas contre-productive, c'est juste l'amalgame du trop-plein qui fait que ça devient compliqué. Donc oui, ça mute. J'ai tendance à dire, attention à pas oublier l'essentiel. Est-ce qu'on doit absolument remplir des dictionnaires entiers, de tableaux de bord, de stats, pour faire plaisir à telle administration, à telle administration, ou à telle mairie, à telle politique publique? Ou est-ce que l'essentiel, c'est pas s'occuper, avoir du personnel de terrain formé, suivi, accompagné, pour nous-mêmes nous occuper de ces personnes, justement, aidées à domicile? Et je trouve qu'on perd un peu le sens même de la question du service à la personne. On est plus un service administratif que aider les personnes. Oui, c'est l'écueil de cette réforme. Après, moi, j'ai l'impression que la réforme va dans le sens des regroupements aussi. Les petites structures d'antan où tu avais l'agence qui avait pignon sur rue et puis il y avait 3 aides ménagères et une responsable d'agence, ça existe plus, ça tout seul. C'est forcément regroupé. Regarde, vous, c'est le service ad hoc, c'est ce que vous faites, mais vous avez mutualisé. Exactement. C'est ce que je regrette un peu dans ces mutations de loi où la petite société ou association, peu importe, la petite structure d'aide à domicile qui méritait d'exister dans un village perdu au fin fond du Gers, elle dérangeait personne. Elle faisait bien son petit boulot, elle avait 10 intervenantes, il n'y avait pas besoin de plus, son gérant, et c'était... Aujourd'hui, il y a une telle surcharge administrative que ce n'est plus possible. Parce que cette société, on doit être soit avoir une qualiticienne en interne, soit prendre un cabinet extérieur qui coûte des fortunes. Une évaluation externe, je te la prends pas, tu l'as passé très récemment, c'est plus de 10 000 euros. Évaluation HAS, l'évaluation externe n'existe plus. Ah oui, attention. Moi, effectivement, soyons très précis, évaluation de la haute autorité de santé. Qui peut se permettre ça? J'ai des confrères, ils ont une dizaine, quinzaine de clients
dits fragiles, donc qui rentrent dans ce cadre de l'évaluation, à 10 clients, je dis mais arrête ces 10 clients-là, tant pis, garde ton ménage classique de confort, continue ta boîte comme ça, et voilà. Donc le grand changement il est en train d'arriver. C'est sûr que nous, dans notre politique, c'était de conserver ces petites agences qui avaient la raison, c'est notre raison d'être. Je veux dire, on est implanté dans des villages de 3000, des fois 1000 habitants. C'est sûr qu'on verra jamais les grands confrères, les grands groupes de Paris. On est sûr et certain. Oui, bah, on est dans un rapport de proximité qui n'existe pas. Qui n'existe pas ou plus. Oui, Pour ça, qui a du tendance coup, à maintenant, se passer. c'est aussi un peu la force de notre réseau, mais parce qu'on mutualise les coûts, tu l'as très bien dit, c'est des économies d'échelle. Et la petite agence, effectivement, qui a que 10 salariés, ben, nous, on peut se permettre parce qu'on a les fonctions support aussi partout ailleurs et qui est supportée par les agences dans des villes un peu plus modestes et médians à 10 000 habitants. Ça reste quand même pas des grandes capitales, mais où, effectivement, on peut faire un peu plus de volume de travail. Donc, de la marge, encore une fois, on fait du commerce, pas avec des marges à outrance, mais il faut bien forcément financer tout. Mais il n'y a pas de honte à gagner sa vie. Pas du tout. Je suis le premier à le dire et à défendre ça. Règle numéro 1 du commerce, vendre des prestations en faisant du profit. Et combien d'agences 21 aujourd'hui. 400 salariés, 21 agences, 1500 bénéficiaires C'est ça. et beaucoup de cheveux blancs. Et c'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Attention. Tu as traversé des épreuves personnelles fortes. J'ai appris la règle des 3D. Voilà, je ne la connaissais pas. Tu as suivi des hauts et des bas professionnels. Et comment tu trouves ton équilibre aujourd'hui? Alors, chacun a son lot de vie avec ses hauts, ses bas, ses contraintes, c'est forcément ses épreuves. Je suis pas exemple d'exemple. J'ai perdu ma maman, justement, j'étais un jeune adulte. Je me suis réconforté dans le travail. Aujourd'hui, quand je vois certains collaborateurs en dépression qui restent chez eux, je me dis, c'est pas ça. Pour moi, ce n'est pas ça la solution. C'est pas recroqueviller, pardon, sur soi-même que tu vas t'en sortir. Mais ce n'est que mon avis très personnel. Donc forcément, je me suis noyé dans le travail, j'ai avancé. C'est vrai que des fois, je prends un peu mon cœur de pierre pour dire, c'est pas grave, j'ai pas le temps d'être malade, j'ai pas le temps de Amir De penser à moi? de penser, oui, exactement, de penser à moi. Notre nouveau président de la CPME nationale, Amir Reza Tofighi, l'a dit, il y a une stat qui est sortie. Ouais. Un fonctionnaire, en moyenne, c'est 31 jours d'arrêt maladie par an. Un salarié du privé, c'est 29 jours et un patron, c'est 3 jours. Donc, il a dit en conclusion, pour ne pas être malade, soyez patron. Oui, oui. Après, la santé du dirigeant, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet que fait donc qu'on oublie. Alors, certaines médecines du travail l'ont compris, ils le rentrent enfin en ligne de compte. C'est pas le cas de partout. Et donc, je remercie celles et ceux qui pensent aussi aux patrons. Effectivement, les patrons prennent des risques tous les jours. On l'a dit tout à l'heure, effectivement, sur leur bien personnel, sur leur vie personnelle. Les 150 heures, les 151 heures, je n'ai jamais connu ça. 67. 151, 67. Voilà. C'est important. N'oublions pas la virgule. C'est 35 heures par semaine, pour ceux qui connaissent pas. On est plutôt, effectivement, sur les 250, 300 heures par mois et encore, on bosse nuit et jour. Moi, j'envoie des mails à 3 heures du mat, quand il y a besoin. Les dimanches, on est sur le feu. Mais c'est une aventure qu'on a choisie. Encore une fois, je regrette pas et je critique pas. Mais forcément, ouais, quand il y a un souci, c'est ce que je dis à mes enfants, qui disent qu'ils toussent le matin, je dis non, on n'a pas le temps. Tu tousses pas, tu vas à l'école, tu vas travailler, puis le soir, ils sont pas malades. Après, c'est vrai qu'on a l'image dans les médias, mais le patron, le vrai patron franchouillard, c'est un patron de PME qui fait ce qu'il peut pour joindre les deux bouts, qui parfois ne se paye pas pour pouvoir payer ses salariés. Moi, dans ma boîte, Monsieur Chély, qui a fondé l'établissement, il a dû vendre une propriété pour réussir à payer les premiers salaires. Pendant 3 ans, il s'est pas payé. Mais ça, on le dit pas. Et c'est vrai, on a tendance à oublier les efforts du patron à créer la société. Donc, on est critiqué sur la réussite. Pourquoi pas? Maintenant, on dit il faut partager la valeur. On est critiqué sur l'échec aussi. Oui, bien sûr, parce que c'est notre faute s'il y en a un échec. Donc, le partage de la valeur, moi, je suis pour, parce qu'effectivement, la richesse vient aussi des collaborateurs. J'ai tendance à dire, oui, ok, mais partageons aussi le risque, alors. Mais là, il n'y a plus personne qui répond. Et je suis agacé quand j'entends certains organismes syndicaux salariés nous montrer du doigt, pensant que l'argent sort des poches, déborde des poches et on s'en met plein partout. C'est pas le cas. Effectivement, tu l'as très bien dit. J'ai combien de confrères gagnent moins que le SMIC, voire pas du tout. Moi, ça m'est arrivé effectivement
sur des mois après d'été où beaucoup de personnel absent lié aux vacances et moins de rentrée d'argent parce que pareil les clients sont en vacances, sortir de l'argent de mon compte en banque pour payer les salaires. Je savais que j'allais être remboursé. Hein. Durant le Covid, pendant 8 mois, j'ai pas eu de salaire. Je préférais garder la trésorerie au chaud dans la société parce que les annonces changeaient tous les jours. Et quid de demain? Alors oui, on nous a dit que les salaires seraient remboursés. Et on savait pas comment ni pourquoi. Est-ce qu'ils seraient, on devait nous-mêmes après les rembourser. Ah bah c'est ce qui fait la différence entre les boîtes, hein, le Covid, hein, ça a été la trésor. Hein. Exactement. Ceux qui ont survécu, c'est ceux qui avaient la trésor. anticipé ou fait attention. Ouais. Et je vois, ils n'ont pas fait les Américains, tout flambé, et à rien à voir sur le compte le 17 mars 2020. Pour ceux qui s'en rappellent. 17 mars 2020. Annonce du confinement. Ouais. C'est les journées des aides à domicile. C'est d'ailleurs pour ça que cette journée-là, des aides à domicile, c'est le 17 mars lié au confinement. Ah, je savais pas. Parce qu'on était l'une des rares activités à continuer à fonctionner. Ouais. Ah, je me souviens, on avait l'impression d'être des super-héros, tu sais, tu sortais alors que tout le monde était coincé avec son attestation. C'est ça. Ouais. C'était il y a une éternité. Tes enfants grandissent dans un monde en mutation entre l'IA, l'écologie, l'égalité, l'insécurité, etc. Quelle est la valeur essentielle que tu veux leur transmettre? Et d'ailleurs, est-ce que tu transmets de la même façon à tes filles et tes garçons? Alors, c'est vrai que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On dit toujours oui, c'était mieux avant. Non, c'était plus dur. La vie d'aujourd'hui est très difficile. Effectivement, tout va beaucoup plus vite. L'information, donc dans la critique, on voit bien ce qui se passe avec les réseaux sociaux et les jeunes à l'école, le harcèlement. Ce que j'enseigne à mes enfants, c'est forcément faire attention déjà à l'IA, aux réseaux sociaux, parce qu'il faut aller chercher de l'information. C'est pas ce que TikTok a dit ou Instagram a dit que c'est forcément vrai. Je dis toujours, prenez 2, 3, 4 faits relatés qui disent la même chose et ce sera grosso modo une vérité. Donc aller au-delà de ça. Donc la mutation, elle existe, l'insécurité, elle existe forcément. Moi, ce que je dis à mes enfants, c'est effectivement déjà, il n'y a pas, vous n'aurez rien sans effort. No pain, no gain. On est d'accord, ça c'est les Américains. Merci pour eux parce qu'ils ont des formules géniales. Mais effectivement, il y a pas d'effort, il y a pas de réussite sans effort. Oui, on peut gagner l'auto. Bon, tout le monde gagne pas l'auto demain et encore, c'est jamais du premier coup. Donc il faut penser à soi-même et se dire personne vous attendra, personne va vous aider, bien au contraire. Soyez fort de votre réussite et soyez l'acteur de votre réussite. Maintenant pour répondre à notre question, c'est est-ce que j'aide est-ce que je dis la même chose à mes garçons, à mes filles? Pas du tout. Je suis beaucoup plus dur avec mes filles. Ah oui. Parce que le monde est encore plus dur pour les filles. Voilà, mes 2 princesses. Non, parce qu'effectivement, il y a le harcèlement, effectivement, parlé un peu moral, mais il y a aussi ce harcèlement physique qui existe pour les filles. Donc là-dessus, il y a pas de pitié. Je leur dis vraiment, il faut rentrer dans l'art, il faut pas prendre en compte ce que disent les gens. Foncez, ne te retourne jamais, ça sert à rien. Le danger, il est devant. On n'oublie pas son passé, on parle au présent, mais on regarde le futur. Et justement, tu parlais de violences faites aux femmes, etc. Mais tes garçons, tu les sensibilises aussi là-dessus, Alors, justement? oui, dans le sens inverse. Ouais. Comme tout ado, forcément, il y a de ce qu'il peut voir à la télé et des atrocités qu'on voit aussi sur certains réseaux sociaux. Je leur dis, c'est pas une réalité. C'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça, effectivement, qu'il faut traiter sa conjointe, sa femme. Donc non, il y a aussi une moralité pour dire attention, forcément que le respect de la femme est très important. Et ta paternité, est-ce que ça influence ta manière de diriger, de communiquer avec tes équipes, de les écouter? Ça change d'être père quand on dirige une boîte ou pas? Alors, on pose toujours cette question aux femmes, alors, depuis que tu es une mère, est-ce que ta vie a changé à la tête de ton entreprise? Mais est-ce que c'est pareil pour les hommes? Oui, et mes enfants le diront, je suis bien plus gentil au bureau qu'à la maison. Je me venge sur qui je peux. C'est la chaîne de l'engueulade, tu sais, il y a une théorie là-dessus. Non, je suis très dur à la maison. Parce qu'encore une fois, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais c'est que tu te retiens tellement toute la journée que ça s'appelle des violences éducatives, ça, attention. Pas du tout. En fait, j'explique à mes enfants que à la maison, c'est pas une démocratie. Voilà, je me suis auto-proclamé chef. Voilà, au bureau, on a instauré une démocratie justement pour que la parole vienne des intervenants, des responsables de secteur, des responsables de zone, qu'on crée cette politique effectivement du participatif, du commun, de l'intelligence participative.
bien sûr, il faut trancher un moment pour dire oui, on peut, non, on peut pas, et on va comme ça. Typiquement, la dernière action qu'on a faite, où j'étais moins d'accord, c'était le logo. Bon, il est très bien comme il est maintenant, mais effectivement, c'était pas mon premier choix. Mais le collectif a décidé que ça serait comme ça, et bon voilà. Donc j'ai plus cette ouverture d'esprit. L'âge aussi fait beaucoup, on va pas se mentir. On s'adoucit vraiment, je le vois bien. J'étais beaucoup plus dur avant, même dans la société qu'aujourd'hui. J'apprends à faire face à mes démons, mais surtout à faire confiance aux gens, à leur laisser la possibilité d'exercer leur boulot comme ils l'entendent. La seule consigne que je donne toujours, c'est il faut que ça marche. Du moment que ça marche, moi ça me dérange pas. Il faut que ça marche dans la légalité, hein, bien entendu. On n'oublie pas. Mais si ça part d'un bon fondement, d'un bon principe, que les collaborateurs sont concentrés comme ça, de cette façon-là, avec tel outil, et qu'à la fin, on perd pas d'argent, mais on en gagne un peu, tant mieux, mais dire on n'en perd pas, moi ça me va. Et si demain un jeune ou une jeune venait te dire, moi je veux faire ton métier, qu'est-ce que tu lui dirais dans cette logique de transmission? Qu'est-ce qu'on dit à la jeunesse qui veut bosser comme toi? Je dirais, vas-y, fonce, soir malentendu, ça va marcher. Parce que moi, concrètement, c'est très clairement ce qui s'est passé pour moi. Je n'ai pas regardé à droite ni à gauche, j'ai pas entendu tous ceux qui m'ont dit t'y arriveras pas, ça marchera pas, laisse tomber. Je suis foncé, la tête baissée, droit devant, et ça a marché. OK. Quand on croit en ses capacités, on croit en son projet, ça ne peut que marcher. Donc, des fois, il faut se remettre des œillères, boucher ses oreilles, et avancer. Donc, tout projet est bon, que ce soit dans le service à la personne, que ce soit dans n'importe quel domaine. Il faut qu'il y ait un minimum d'attendu et d'attente. C'est sûr que se lancer aujourd'hui dans un truc qui marche pas d'avance parce qu'on le sait d'avance, bon, ça va être compliqué. Je vais pas d'exemple concret là, mais non, l'entrepreneuriat, c'est une belle mission, une belle volonté de réussite. Maintenant, voilà, c'est un chemin semé d'embûches, mais on n'a rien sans rien. J'ai une de mes filles qui est en école de médecine. Pareil, c'est pas un parcours très très simple. Et pourtant, on manque de médecins, et on pourrait dire qu'ils assouplissent les règles pour avoir plus de médecins. Pas du tout. C'est très très dur. Voilà. Et tout à l'heure, en intro, tu disais, je me suis lancée un peu dans l'entrepreneuriat parce que, regarde pas ta feuille, c'est pas une question que je t'ai envoyée. Tu disais que tu t'es lancée là-dedans par dépit parce que t'avais pas de diplôme. C'est un complexe toujours ou t'as passé des diplômes depuis, justement? Alors, merci François, encore une fois. La loi ASV a dit, Oui, je sais. pour diriger une entreprise, il faut avoir un master. Ah, mais moi, ça fait la loi de M. Hollande est arrivée en 2015, ça faisait 10 ans qu'on avait notre société. Et j'ai dit, mais bon, ça fait 10 ans que ma boîte va très bien, croissance à 2 chiffres chaque année depuis 10 ans, on va dire, on s'en fout. On veut que tu aies un diplôme. Bon. Donc, je suis retourné sur les bancs d'école, dont sans mal. Parce que du coup, t'es sorti de l'école, t'avais quoi, niveau bac, Alors moi, j'ai bac -2. Niveau bac -2. Ok, Voilà. donc ça n'a pas dû être simple de retourner à... Pas du tout. Avec l'âge de recul, c'est sûr qu'à 18 ans, on n'a pas les mêmes projets de vie que quand on en a 40. Mais effectivement, le premier jour de confinement, c'est le jour de rentrer à l'école. Pareil, je vous rappelle bien la date du 18 mars. Donc j'ai un master 2 par obligation. Ça m'a appris des choses, c'est vrai. D'autres moins, parce qu'effectivement mon expérience a fait que je n'étais pas aussi bon que les profs, mais j'en savais tout aussi bien qu'eux, ou tout du moins ma façon de travailler n'était pas forcément celle en face que eux prenaient. Donc effectivement, je mets pas en avant mon master 2, effectivement quand je parle de moi et quand je vais dans les collèges prêcher la bonne parole de ceux qui réussissent, c'est de dire moi j'ai pas le bac, et bien même sans bac on y arrive, et je fais pas partie de la génération des années 50. Je suis parti de la génération de la fin des années 1900, et même en 2020, c'est encore possible, de sans diplôme, on réussit. Maintenant, c'est plus dur, il faut travailler plus fort, il faut démontrer plus de choses que forcément un jeune qui a bac+5, ingénieur, qui aura un peu plus de facilité, parce que forcément, ça reste des personnes un peu plus rares, parce que recherchées, avec des technicités très particulières. Voilà, aujourd'hui, un ingénieur en IA, s'il n'est pas accaparé par tout le monde, je suis étonné. Vraiment, il s'est gagné ce poste d'ingénieur et on lui a pas donné. Non, c'est un discours qui est intéressant, ce que tu dis là. Parce que je suis en plein, j'ai mon neveu de 14 ans qui veut arrêter l'école, ma sœur est complètement dépitée. Mais je pense qu'il faut que tu le mettes en avant, ça, quand t'en parles dans les collèges. Parce que plus tard, la maturité vient et t'as repris tes études pour finalement l'avoir, ce fameux diplôme. Moi, je rencontrais des gens, j'allais dans les collèges des quartiers difficiles, et tous les jeunes, bien sûr, ils voulaient être footballeurs professionnels. Ouais. Je dis pas de problème.
Maintenant, t'as 2 choix dans la vie, mec. Et je parlais cru, vraiment comme ça. Il comprenait mieux. Dans la vie, t'as 2 choix. Là, t'es en jogging, ça tombe très bien. Soit tu restes en jogging toute ta vie sur le canapé et tu regardes téléfoot, soit tu fais ce qu'il faut à l'école ou sur le stade de foot, justement pour être pris ou repéré. T'as 2 choix. J'espère avoir créé des vocations. Ah, c'est vrai. Bon, et la suite de ton histoire, tu te vois où, comment, dans 10 ans? Quelle trace t'aimerais laisser, que ce soit dans ta boîte, pour tes gosses? L'avenir de Jean Thomas. Ah. Alors dans 10 ans, oui, j'ai marqué ça. À Bali sur une plage. C'est un chouette programme. J'aurais déjà la fierté d'avoir œuvré à une réussite, pas la mienne parce que c'est pas ça le sujet, peu importe, d'avoir œuvré à la réussite de créer de l'emploi, créer de la richesse, créer de la richesse au niveau du national, parce que la TVA, les charges sociales, on crée pour de la la richesse société au sens pour la société au sens large. Ouais. J'aurais cette fierté de me dire j'ai contribué à mon petit niveau, moi petit Jean sans diplôme, avoir fait aussi avancer la France, avoir créé une richesse et aider des familles et des personnes âgées, encore une fois vulnérables, qui, on le rappelle, 80 ou 10% des personnes en France âgées veulent vieillir chez elles. Et ben, moi, je suis honoré d'avoir accompagné ces personnes-là le plus longtemps possible. À un moment donné, effectivement, il y a des projets, effectivement, on leur dit nous-mêmes, bon, là, il faut malheureusement aller en institution parce que effectivement, on a aussi nos limites dans le médico-social. On traite pas de sanitaire. Mais en tout cas, on a traité la question le plus longtemps possible et on a aidé ces personnes-là le plus longtemps possible. Bien souvent, quand ils rentrent en EHPAD, malheureusement, ils s'en vont quelques temps après. Donc, ça prouve bien qu'on est arrivé à la bonne limite et qu'ils ont vécu le plus heureux possible à nos côtés et qu'on a contribué à ça. Donc ça serait, je pense, une belle réussite et que la fédération auquel je participe ait pu mettre en avant aussi ce secteur d'activité. Encore une fois, il y a 15 ans qu'on arrivait, on était des petits boulots, des petits métiers dans l'ombre, pas connus, pas reconnus, au contraire délaissés, souvent au black, souvent au black, montrés du doigt. Aujourd'hui, les fédérations, la FEDESAP entre autres, met en avant ça. Les trophées des services à la personne, souvent c'est le but premier, c'est mettre en lumière ces métiers de l'ombre et on y arrive pas trop mal, pardon, et même très très bien. Et grâce à toi aussi, Audrey, parce que il faut le rappeler, tu es la présidente du comité territorial d'Occitanie, donc c'est comme pas rien, donc tu connais très bien le sujet. Et je serais heureux d'avoir œuvré dans ce sens-là, de manière globale. On est arrivé au bout des questions que je t'avais envoyées. Attention, t'as plus de fiches, là, t'es sans filet. J'avais bien révisé. Ah non, mais bravo, bravo. Alors, 4 questions, réponse au tac au tac. Cite une femme dans l'histoire qui t'inspire. Alors, sur le principe, l'histoire avec un grand H, mais ça peut être ta propre histoire, si tu veux nous partager une femme qui t'inspire. Mais attends, un roulement de tambour. Je serais pas partisan d'une femme en particulier, mais alors, très désolé, mais l'humanité c'est des hommes et des femmes, donc je ferais pas de paradigme d'une femme en particulier. Mais une personne qui m'a inspiré, c'est mon grand-père, qui est pareil parti de rien, sans diplôme, qui a dû faire les cours du soir. À l'époque, c'était comme ça, qui a fini ingénieur chez Panhard qui est une marque automobile pour ceux qui connaissent pas. Donc ça m'a inspiré parce que je sais que peu de temps avant sa mort, une semaine avant, j'avais mangé avec lui, donc effectivement à domicile. Il était aidé par des aides à domicile, donc merci à elle. Et j'ai vu dans ce regard, on voit bien que c'était la fin, dans son regard où, sans le dire, il avait la fierté de m'avoir rendu homme indépendant et effectivement avec toutes les valeurs que je défends aujourd'hui. Ok. Bon, ça répond pas à ma question, mais j'accepte ta réponse. Penses-tu être un homme féministe et pourquoi? Alors, je reviens un peu à la question précédente. Il n'y a pas de droits supplémentaires qu'on doit donner aux femmes. On a les mêmes droits, point. Non, effectivement, le patriarcat, on peut le montrer du doigt, mais c'est aussi notre histoire. Je disais tout à l'heure, on n'oublie pas le passé, on parle au présent et on regarde le futur. Aujourd'hui, pour moi, puis j'ai été gendarme dans une autre vie. Ils nous aidaient, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes, il n'y a que des soldats. Ah oui, on nous formalise un peu comme ça les choses, mais effectivement, le discours est juste pour dire, en fait, on reste des êtres humains, adultes ou enfants, mais des êtres humains, il n'y a pas de différence à voir, il n'y a pas de priorité, il n'y a pas de... Alors oui, effectivement, je pense que je suis très attentionné parce que je fais attention et effectivement, je pense
autrement en tant qu'homme vis-à-vis des femmes. Typiquement, alors c'est très bête, mais un lundi matin, j'ai dit mais avec toutes nos agences, on a 95% de personnel féminin. Ça, personne, on est bien dans la norme. Et je me dis mais et je voyais souvent mes collaboratrices se dire j'ai oublié mes protections, tout ça. Bon bref. Protection périodique. Exactement. Ok. Et un jour, je dis mais pourquoi on laisserait pas à demeure une petite boîte de dépannage à nos salariés qui, justement, à oublié, il y a un problème. Qu'est-ce que ça me coûte moi en tant qu'employeur d'acheter une boîte dans chaque agence? Effectivement, alors, est-ce que c'est ça être féministe? C'est en tant qu'homme penser à des problèmes de femmes? Oui, non. Est-ce que c'est bon? On marque parcier parce que les filles effectivement on dit c'est pratique de temps en temps. Je suis bien d'accord, mais maintenant c'est quoi être femme? C'est voilà, leur donner plus de pouvoir. Il faut qu'elles le prennent le pouvoir. Alors, on va pas leur donner. L'homme a pris le pouvoir par la force physique. Maintenant, effectivement, les femmes, vous êtes moins fortes physiquement, mais vous êtes bien plus intelligentes intellectuellement. Et je déplore que les femmes vous capez vous-même à un certain niveau. On va prendre le secteur que je maîtrise très bien, les services à la personne. Majoritairement, il y a des femmes chefs d'entreprise dans notre secteur jusqu'à 5000 heures à peu près par mois de travail. Ouais. Au-delà, ce n'est que des hommes. C'est vrai. Alors, pourquoi les femmes vous arrêtez à 5000? Qu'est-ce qui vous interdit de monter au-delà? Rien. Donc c'est là où il faut prendre en force. Et les femmes se dévalorisent, se disent souvent non, j'y arrive pas, non, je pourrais pas, je n'aurais pas le savoir-faire. Mais si, tu sais faire. Juste retire ton carcan, retire-toi cette chape de plomb que tu t'imposes à toi-même. Et ça, c'est pas à nous les hommes de le faire. Mmh. C'est prendre le lead par la force intellectuelle, et vous êtes bien plus intelligent sur bien des sujets que nous on n'a pas. Les hommes, on est très terre à terre, binaire sur plein de choses. Lorsque les femmes, justement, vous êtes bien plus ouverts d'esprit. Moi, j'ai des collaboratrices, justement, dans mon comité de direction. Elles sont des super numéro 2, mais elles ne seront jamais numéro 1 parce qu'elles ne veulent pas. Elles me l'ont dit plusieurs fois. Je ne veux pas être à votre place parce que je m'en sens pas capable. Alors que, tout à fait, elles sont bien meilleures que moi sur plein de sujets. Hein. Non, on est vraiment dans un problème d'éducation, finalement. C'est ce qu'on dit Exactement. Tout à l'heure. Ouais. Donc, c'est à la société entière de s'éduquer. Je parlais au salon des services à la personne dans une table ronde. Je pense qu'il faut éduquer la société, mais ça se fait pas en 2 jours, en 2 mois. C'est des décennies entières. Le rôle de la femme a quand même beaucoup évolué si on part de 1900, 1950, 2000, etc., etc. Il y a une évolution. Maintenant, on en est très très loin, mais être féministe, c'est quoi? C'est défendable. Oui, je suis contre ce genre de principe-là. Quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné et que tu n'as compris que bien plus tard? Travail. J'ai jamais travaillé à l'école. Je m'y suis mis bien plus tard et c'est chaud en reprenant. Enfin, ce que tu as dit tout à l'heure, ouais. Bon, l'école a 40 ans. Effectivement, et j'ai apprécié finalement d'aller à l'école. Alors, je prenais bien mon cartable et mes goûters, j'oublie pas. J'écoutais bien les profs, j'étais devant, j'étais assidu. Le plus assidu d'ailleurs, j'ai raté aucun cours. Mais effectivement, je l'ai compris trop tard. Et tous les jeunes d'aujourd'hui, mes enfants en premier aussi, ils comprennent pas cette notion de travailler à l'école. Pourquoi faire? Tu verras plus tard. Mais plus tard, eux, ils se projettent pas. La génération Z, c'est de suite maintenant. Je pense pas que ce soit une question de génération. Quand on était gosse, on n'écoutait pas ce que nous disasaient nos parents. Oui, ça c'est la base. Je pense. Voilà. On est d'accord. On fait même l'inverse. Travail, non, je travaille pas. Pas de coucher, non, je dors pas. Bon, sur le principe, on est en opposition. Voilà. La soupe non plus. Bon. Bande de vieux cons, c'est tout. Voilà. Exactement. Maintenant, l'insulte, c'est toi, t'es à 1900. Voilà. Boomer. Quelle est la chanson à écouter quand tu as le moral en négatif? Partage-nous un truc. Alors, quand je suis un peu énervé, je mets une musique DL5 et dans le refrain, elles disent de l'air. De l'air. Juste une question de survie. Oh là là, je l'ai. Voilà. Je te remercie de nous avoir partagé l'intimité de ta playlist. Alors, on va se quitter là-dessus. Merci Jean-Thomas. Merci Audrey, merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cet échange t'a offert de nouvelles clés, un peu de recul ou simplement une autre façon de voir les choses. Pour soutenir le podcast, abonne-toi et laisse un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute favorite. Tu peux également me suivre sur Instagram @lacheftaine.lemedia. À très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.